Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Camille et Arthur de Koala M avec nous. Donc là, qui vont vraiment adresser le sujet des devis et factures en micro-entreprise. Donc normalement, ça n'aura plus aucun secret pour vous à la fin de la webconf. Camille qui va faire la présentation et vous allez avoir Arthur dans le chat qui va pouvoir en plus vous répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a quelque chose, voilà, vous avez un doute, vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas. On est en force, on est 3 derrière les écrans. Donc voilà, j'espère qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Et bah, si Camille, t'es prête, Arthur Ouais. aussi, bah, on va démarrer. Aujourd'hui, on va être ici pour parler des devis et des factures. Donc, comment les établir, les mentions obligatoires à respecter, quand les faire, combien de temps conserver vos documents. Et pour finir, je vous expliquerai un peu comment ça se passe quand on est assujetti à la TVA sur ces documents-là. Donc, comme disait Clara, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Soit j'y réponds si je vois que c'est en rapport avec ce que je suis en train de dire, soit on y répondra à la fin, ou alors Arthur pourra vous écrire directement dans le chat. Donc, on va commencer juste avant par se présenter. Donc, je vais te laisser, Clara, présenter l'ADI. Hop, oui, merci Camille. Donc moi je suis Clara, je travaille à l'ADI, donc c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Donc bon, je vois qu'il y en a qui sont à la 4e webconférence, donc je suis désolée, ça doit être un peu redondant pour vous. Mais pour les premiers, je vais présenter très très rapidement ce que fait l'ADI. On est donc une association et on part du principe que chaque personne qui a une envie d'entreprendre doit pouvoir le faire, même s'il n'a pas accès à un réseau, qu'il n'a pas accès à un crédit bancaire classique, qu'il n'a pas fait d'études ou qu'il n'a pas de personnes qui peuvent le soutenir. Nous, on vient en appui par le biais de microfinancement, donc de microcrédits qui peuvent aller jusqu'à 10 000 € pour lancer son activité ou développer son activité. Voilà, on ne s'adresse pas que aux porteurs de projets, mais aussi aux personnes qui ont déjà une entreprise et qui ont besoin à un moment de se faire aider pour la développer. Donc on a financé, alors le chiffre n'est pas bon, mais c'est pas grave. On a financé depuis qu'on existe plus de 160 000 entreprises et surtout on a un réseau de bénévoles qui nous aident au-delà du microcrédit à accompagner vraiment les entrepreneurs, soit dans leurs projets, soit dans le développement de leur activité, donc sur des sujets commerciaux, juridiques, etc. On accompagne vraiment les personnes et donc on est vraiment une solution globale pour donc prêter de l'argent, conseiller et assurer depuis un peu moins longtemps. Et donc, on a la chance avec nous, en plus de nos bénévoles, d'avoir plein de partenaires qui peuvent, pareil, vous aider sur certains sujets. Et donc, aujourd'hui, Koala ME, qui est notre partenaire sur tous les sujets gestion administrative des petites entreprises. Voilà. Et je repasse la parole à Camille. Merci. Je remettrai à jour la slide au niveau des entreprises financées. Donc, je me présente, je m'appelle Camille et je suis responsable de la relation client chez Koala ME. Donc, j'accompagne les utilisateurs qui ont des questions sur notre outil ou même sur leur réalité de micro-entrepreneur. Donc, je les accompagne là-dedans. Et donc, Koala ME, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une start-up qui a décidé de créer un outil qui permet de simplifier la vie des micro-entrepreneurs. Donc, en quoi on la simplifie? C'est qu'en fait, on va couvrir tous les besoins, les obligations que les micro-entrepreneurs ont dans la gestion de leur activité. Donc, ça va être un outil qui va de l'établissement des devis et des factures jusqu'à la déclaration de vos cotisations à l'URSSAF. Donc, on couvre quand même pas mal de choses. On propose aussi un site internet ressources dans lequel vous allez avoir un blog, des articles qui parlent de la micro-entreprise, donc qui vous permettent d'avoir toute l'information nécessaire pour mener à bien votre activité. Et on propose aussi de la création d'entreprises en ligne pour ceux qui décident de sauter le pas. Et donc, avec l'ADI, on a un partenariat qui permet donc aux clients ADI de bénéficier de notre outil pour
mener à bien leur activité. Donc comme je disais, établir, des devis et des factures, gérer une base, de données clients, de faire vos déclarations, à l'URSSAF, de tenir un livre de compte. Donc ça englobe quand même pas mal de choses et aussi on permet à l'ADI parce qu'on a, conçu notre outil pour permettre en fait, à des accompagnateurs de suivre, leurs clients. Donc l'ADI, votre coach ADI a, la possibilité d'accéder à votre espace Koala ME pour mieux vous accompagner, dans la gestion de votre activité. Donc si vous avez, des questions, heu, et bien, utiliser l'outil pour, communiquer directement avec votre coach ADI. Et il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'être immatriculé, d'avoir, votre numéro de SIRET pour utiliser notre outil, parce qu'on a une option, en fait, qui vous permet de commencer votre activité même si vous êtes en attente de votre numéro de SIRET et en fait, nous, on fonctionne sur, la base du freemium. C'est-à-dire que l'ensemble des, fonctionnalités que je vous ai décrites, donc, les devis, les factures, livres de compte et cetera, sont des fonctionnalités qui sont gratuites, mais si vous voulez aller, plus loin dans votre gestion et automatiser, différentes choses, avoir de la synchronisation bancaire, faire, des déclarations automatisées, à l'URSSAF ou autre, eh bien, on propose un accès pro pour 10 € par mois sans engagement et donc avec l'ADI, comme on est partenaire, vous pouvez bénéficier d'un bon plan qui va faire que vous avez 50 de réduction sur l'accès pro pendant 3 mois en plus de 14 jours d'essai gratuit qu'on propose, heu, voilà. Je sais pas si c'est clair par rapport à ça? Alors je vois, ouais, Arthur a répondu: «L'avantage d'être accompagné, c'est d'être certain de ne pas faire d'erreurs dans votre processus». Tout à fait. C'est vraiment important. Donc s'il y a pas de questions, je vais donc passer à la suite. Comme je le disais, on est aujourd'hui ensemble pour parler donc des devis et factures en tant que, en tant je vais réussir à le dire, en tant qu'entrepreneur, vous allez être amené à, eh bien, gérer ce genre de documents et donc je vais commencer par vous expliquer, eh bien, le rôle du devis. Donc le devis, c'est quoi? Ça va être une proposition écrite entre l'entrepreneur, c'est-à-dire vous, et votre potentiel client. Donc c'est un document dans lequel vous allez décrire, eh bien, le produit ou le service que vous allez proposer à votre client en précisant le tarif et ça va, pour le moment, permettre au client, eh bien, de savoir ce que vous lui proposez, lui donner le temps de la réflexion. Vous allez devoir, en fait, fixer une durée de validité à ce document-là. Comme ça, eh bien, tant que le client ne l'a pas accepté, vous n'êtes pas engagé auprès de ce client-là pour fournir la prestation ou le service demandé. Et une fois que bien ça arrivera à échéance, eh bien, le client pourra vous dire si oui ou non il veut se lancer. Donc, dans le devis, vous allez devoir, comme je disais, mentionner un tarif. C'est un tarif qui ne pourra pas évoluer pendant la période de validité de votre document. Si, admettons, vous revoyez à la hausse ou à la baisse vos tarifs, eh bien, vous ne pourrez pas le modifier sur le document. Vous serez obligé, eh bien, de fournir la prestation auprès de votre client, au tarif, eh bien, indiqué. Et si votre client vous revient pour, vous dire qu'il accepte, votre devis, il va devoir donc le valider, le dater et le signer en mentionnant, la mention «Bon pour accord». Donc une fois que ça c'est fait, ça veut dire que vous êtes engagé et que votre client est engagé, eh bien pour la prestation que vous lui proposez. Donc ensuite, on va avoir la facture. La facture, donc elle, ça va être un contrat entre bien l'entrepreneur et le client. Donc ça va être un constat écrit de vente qui va, mettre fin à une prestation entre l'entrepreneur et le client. Ça va permettre, comme le devis, de décrire le produit ou le service vendu au client et de préciser le tarif et lui va avoir, donc ça va être une pièce comptable qui va permettre donc d'avoir une valeur légale. Je vois, existe-t-il des modèles de devis? Alors des modèles de devis en termes de trame, savoir ce qu'il faut mettre à l'intérieur? Oui,
Il y a des modèles en effet qui existent, que vous pouvez, trouver, sur internet ou même si vous êtes utilisateur de notre solution Koala ME, on propose des trames. Mais juste après, en fait, je vais, expliquer les mentions obligatoires qu'il va falloir, faire apparaître dans ces documents-là, donc ça va venir, vraiment juste après. Donc les différents types de factures, il vient y en avoir plusieurs. Donc il va y avoir la facture dite ordinaire. Donc la facture ordinaire, c'est quoi? C'est simplement une facture dans lequel, eh bien, vous allez expliquer la vente que vous allez réaliser, donc d'un bien ou d'un service. Elle va, permettre de stipuler la quantité vendue, le prix, les conditions générales de vente si vous en avez. Ensuite, il va y avoir la facture d'acompte et la facture de solde. Donc, je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Et la proforma. Donc, c'est les 3 types de factures dont je vais parler aujourd'hui. Donc, la facture d'acompte et de solde, c'est quoi? La facture d'acompte, elle va permettre de valider, de sécuriser une commande. En fait, vous allez pouvoir, en tant qu'entrepreneur, proposer à votre client le fait de payer un acompte avant de faire votre prestation. Donc ça, c'est la facture d'acompte. Et ensuite, au terme de cette prestation-là que vous allez effectuer, eh bien, lui fournir une facture de solde qui dira que vous avez payé un acompte de temps sur votre facture, il vous reste tant à payer. Donc ça va permettre en fait de répartir les paiements dans le temps. Donc c'est ce que je disais, la facture de solde, c'est vraiment la facture finale qui va permettre de solder votre prestation et on saura que le client, eh bien, vous avez honoré votre contrat puisque vous lui avez fourni le service demandé. Lui aura honoré sa partie parce qu'il aura payé un acompte sur la facture et il lui restera une partie, la partie finale, en fait, le montant final à payer. Donc, comment on va faire une facture d'acompte? Eh bien, la facture d'acompte, elle va devoir préciser le montant de l'acompte sur le document. Donc, si admettons, vous allez vouloir que votre client paye 30 de votre facture avant de fournir la prestation, donc vous allez faire votre facture en précisant le montant de l'acompte et pour, indiquer ensuite qu'il restera tant, donc les 70 restants à payer. Donc c'est ça. Vous faites d'abord une facture d'acompte et ensuite, une fois que vous avez, finalisé votre prestation, vous fournissez une facture de solde à votre client qui récapitulera tous les acomptes qu'il a payés, jusqu'ici. Et donc à chaque fois, en fait, ça vient se soustraire à la somme globale que la personne doit payer. La facture de solde doit-elle, faire apparaître le solde à 0? Eh bien, quand vous allez faire une facture de solde, vous allez, comme j'ai dit, récapituler tous les acomptes que la personne a payés et soit, la facture qui fournissait le document attestant qu'il a bien, en fait, bien payé l'intégralité de la prestation. Je vois une autre question. Laurence, peut-on simplement mettre la mention payée sur une facture d'acompte pour considérer que c'est une facture de solde? Alors pour moi, non, parce que facture d'acompte, ça stipule bien que vous demandez à la personne de payer un acompte sur votre facture. Donc si vous indiquez en fait que votre facture est soldée, bah, faut refaire le document en indiquant la mention soldée, payée. Y a-t-il un lien entre acompte et un paiement échelonné en plusieurs fois? Alors normalement, un acompte, c'est un pourcentage de la somme globale et pour moi, un paiement échelonné, c'est différent. Vous pouvez faire une facture ordinaire en indiquant juste dans vos conditions de paiement que vous acceptez que la personne paye en plusieurs fois. Donc pour moi, c'est deux types de factures, différentes. Ensuite, l'autre type de document dont je voulais vous parler, c'était la proforma. Donc la proforma en latin, ça veut dire pour la forme. Donc ça veut dire que c'est à mi-chemin entre un devis et une facture. C'est pas réellement une facture parce que légalement, ça n'a pas de valeur, mais par contre, ça va permettre en fait de statuer sur, les produits, le prix et les conditions de paiement que vous allez donner à votre client.
Donc si vous voulez en fait, faire une facture pro forma, ce sera juste à titre informatif. Ce sera pas un contrat en fait entre vous et le client. En général, on va voir ce type de facture-là qui sera utilisé surtout quand vous faites de l'import-export, parce qu'on détermine en fait, toutes les conditions, même de transport. Donc c'est vraiment à cheval entre un devis et une facture. Donc un bon pour accord, c'est une pro forma, ça n'a pas de valeur. Un bon de commande, pour moi, ça en a quand même une puisque vous allez devoir en fait, eh bien, fournir la prestation ou le service. La pro forma, c'est juste, vous faites une proposition au client, il l'accepte, tant mieux, donc ça veut dire que vous allez pouvoir commencer le processus. Il ne l'accepte pas, eh bien, c'est pas grave. Mais par contre, ça lui permet en fait d'avoir un aperçu de ce que vous pouvez lui proposer. Donc ensuite, quand est-ce qu'on va devoir faire ces documents-là? Donc pour les devis, vous allez devoir fournir un devis dès que vous allez proposer une prestation qui va être supérieure à 150 €. On va aussi devoir en fournir un à chaque fois qu'on va faire, des prestations de réparation, de dépannage, des travaux. Donc si vous êtes par exemple, plombier ou, enfin dans le BTP, vous allez souvent devoir fournir des devis à vos clients et vous allez aussi, devoir en fournir un quand le client va vous le demander. Par contre, exemple, je ne sais pas moi, vous êtes plombier, vous avez un dégât des eaux chez un de vos clients, vous n'allez pas attendre de devoir lui faire un devis pour bien, l'aider. Donc dans ce cas-là, c'est un peu un cas d'urgence. Vous n'allez pas être dans l'obligation de lui fournir un devis pour lui faire la prestation. Mais en général, toute, prestation de réparation va, nécessiter un devis de votre part. Je vois dans les questions 150 € hors taxe, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Pour moi, c'est même si vous n'êtes pas encore assujetti à la TVA, vous allez devoir, au-delà de 150 €, le proposer. Si le montant est inférieur à 150 €, peut-on quand même fournir un devis? Bien oui, vous pouvez en fournir un, c'est comme j'expliquais, si le client vous demande de lui fournir un devis, dans ce cas-là, eh bien, ouais, vous devrez lui en établir un. Ensuite, pour la facture, vous allez devoir donc c'est pas toujours obligé de fournir une facture. Par contre, si vous proposez une prestation ou faites une vente qui est supérieure à 25 €, vous allez devoir fournir une facture à votre client. Si vous faites aussi de la prestation en B2B, donc ça veut dire que votre client est un professionnel, vous allez devoir lui établir une facture. Ensuite, dès que le client, eh bien, le demande, vous devez lui en fournir une. Et dès que vous allez faire de la transaction à distance, donc de la vente à distance, du e-commerce, ce genre de choses, eh bien, vous devrez fournir une facture à votre client. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand c'est un devis, si ma prestation est supérieure à 150 €, je dois fournir un devis à mon client. Si je fais une prestation de réparation, de travaux ou de dépannage, je dois lui en fournir un aussi. Et s'il me le demande, eh bien, je devrais fournir un devis à mon client. Et ensuite, facture, c'est prestation supérieure à 25 € ou vente supérieure à 25 €. Si mon client est un client professionnel, je lui établis une facture. Si mon client le demande, je lui en établis une. Et si c'est de la transaction à distance, je devrais, eh bien, lui fournir une facture. Je vois dans les questions, si facture, pas besoin de contrat dans le cadre d'un accompagnement familial, par exemple. C'est-à-dire? Est-ce que vous pouvez préciser en commentaire? Claire, pour ce qui est moins de 25 €, pas d'obligation de faire une facture. Eh bien oui, vous n'avez pas d'obligation de faire une facture si c'est moins de 25 € et que c'est un client qui n'est pas professionnel. Dans ce cas-là, il y a pas d'obligation. Par contre, s'il s'agit d'un business, d'un B2B, vous devrez lui établir, eh bien une facture. Alors Noémie, je reprenais au niveau de la facture. Une facture permet-elle de ne pas rédiger de contrat entre les parties? C'est-à-dire un devis? C'est le fait de ne pas établir de devis? Oui, la facture, vous disiez qu'elle était un contrat.
Donc pas besoin de rigider une facture. Bah, en fait, quand vous faites une facture, ça va être un contrat entre les 2 parties, ça va finaliser, en fait, la transaction. Donc soit vous avez établi un devis en amont, le client l'a accepté et vous allez le convertir en facture, soit le client vous a, demandé une prestation, vous n'avez pas fourni de devis en amont, vous le facturez et bien vous allez être obligé d'honorer votre prestation ou votre service. Je vais continuer sur les slides suivantes. Donc pour les mentions obligatoires que vous allez devoir faire figurer sur vos documents, je vais commencer par les devis. Donc au niveau des devis, vous allez devoir premièrement avoir un numéro unique sur votre document. Vous n'allez pas pouvoir avoir plusieurs devis qui ont le même numéro. Ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment que vous ayez, en fait, en général, c'est une séquence chronologique continue, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous allez devoir, en fait, respecter cette nomenclature-là. Vous allez devoir aussi faire figurer une date de rédaction sur vos devis, donc à quelle date vous avez écrit votre devis. Pourquoi c'est utile? Parce que comme je l'expliquais, il va y avoir une date de validité dans le temps à votre devis. Donc si vous n'en mettez pas et que vous dites, admettons que votre devis est valable 30 jours, si le entre guillemets, vous n'allez pas pouvoir dire bah, à partir de cette date-là, c'est plus valide. Donc, vous êtes obligé de mettre une date de validité, donc une date de rédaction et une date de fin de validité sur votre devis. Vous allez devoir aussi faire figurer en fait vos informations, donc votre nom, votre adresse, votre SIRET, les informations de votre acheteur, donc le nom, l'adresse. S'il s'agit d'un professionnel, eh bien vous devrez mettre le numéro de SIRET de l'entreprise, pardon. Ensuite, vous allez devoir stipuler la date, la durée et la lieu de réalisation prévue si vous allez faire des réparations chez un particulier ou un professionnel. Vous allez devoir mettre le descriptif détaillé ainsi que le prix de votre prestation. Comme je l'expliquais, mettre une durée de validité sur votre devis. Pourquoi? Parce que il faut fixer dans le temps un tarif. Comme ça, vous êtes eh bien, votre devis est sécurisé. Et ensuite, vous allez devoir faire figurer les informations de la TVA. Donc, si vous êtes non assujetti à la TVA ou si vous avez de la TVA, vous devrez mettre votre numéro de TVA intracommunautaire. Si vous avez des questions sur la TVA, ce sera la dernière slide, donc j'y répondrai peut-être plus à ce moment-là. Je vois une question de Claire. Existe-t-il une durée minimale légale à mettre sur le devis? Alors, pas à ma connaissance. Il n'y a pas non plus de durée maximale dans le temps. C'est vraiment en fonction de ce que vous jugez le plus pertinent. La durée de validité de votre document va aussi dépendre de la prestation que vous allez proposer à votre client. Il faut que ce soit en concordance avec ce que vous leur proposez. Et donc pour la facture, ça va être un peu la même chose. Vous allez devoir respecter une numérotation. Donc la numérotation, donc c'est la nomenclature que vous devez respecter, c'est ce que j'expliquais. Donc toujours avoir une numérotation continue sur vos factures, pas de doublons, parce que des doublons, ça ne va pas permettre de différencier une facture d'une autre. Vous allez devoir aussi, pareil que sur le devis, mettre une date de rédaction de votre facture. Les informations concernant le vendeur et l'acheteur, le nom, l'adresse, le numéro de SIRET si c'est nécessaire. Ensuite, vous devez mettre un descriptif détaillé du prix, les informations concernant la TVA si vous êtes assujetti ou non assujetti, expliquer si c'est une facture acquittée ou une facture à payer. Donc la différence, c'est quoi? C'est une facture à payer, ça veut dire que vous n'avez pas encore perçu le paiement de votre client par rapport à votre facture. Une facture acquittée, ça veut dire que, eh bien, il a bien payé pour la prestation ou le service. Et votre facture, vous allez devoir la faire en 2 exemplaires, en donner une à votre client et en conserver une pour vous. Je vois Nathalie qui dit: «Je ne mets jamais l'adresse du client sur la facture, absolument nécessaire». Eh bien, ça fait partie des mentions obligatoires à faire apparaître, donc je vous conseillerais de les mettre. La facture acquittée est celle qui est obligatoire pour ses comptes. Pour ses comptes, c'est-à-dire pour rentrer dans le livre de recettes? Je vois facture en double, est-ce aussi le cas pour le devis?
Bah, le devis, c'est la même chose. Normalement, vous allez devoir, respecter donc comme je disais, une nomenclature, une numérotation continue et donc bah, vous pouvez pas normalement avoir de doublons. Tout comme, une chose que j'ai pas précisée, vous n'êtes pas censé supprimer vos documents si vous avez une facture qu'un client ne souhaite pas ou vous vous êtes trompé, ce genre de choses-là. On ne supprime pas des factures. Pourquoi? Parce que ça peut faire des trous dans votre comptabilité au niveau de votre, numérotation. Donc si vous n'avez plus besoin de votre document pour une raison X ou Y, il faut, l'annuler et en créer un nouveau. Donc la conservation des documents. Donc au niveau de vos devis et factures, vous allez devoir, eh bien, conserver vos documents pour une durée de 10 ans. C'est la durée légale, en fait, de conservation. Soit vous faites un stockage physique de vos documents, donc physique, hein, c'est la version papier, soit en version numérique, donc en général, vous pouvez les stocker sur le cloud, mais il faut que ce soit un stockage qui est fait en France. Vous pouvez pas stocker vos documents sur des serveurs qui sont hors de France parce que si c'est le cas en cas de contrôle, donc déjà en cas de contrôle, va falloir, être en mesure de montrer tous les documents relatifs à votre, activité et si vous n'êtes pas en mesure de les, présenter, eh bien vous pouvez avoir une amende qui va de 1 500 € à 25 000 € selon, eh bien le ce que vous n'avez pas été en mesure de prouver, la entre guillemets «la gravité» de, la non-présentation des documents, ou autre. Et donc avec Koala ME, donc si vous utilisez notre outil, nous on conserve les, documents, donc ça fonctionne sur la base du cloud. C'est-à-dire que, chaque devis, chaque facture que vous allez établir dans Koala ME, vous allez donc les stocker en version numérique sur nos serveurs qui sont en France. C'est des serveurs sécurisés. On joue pas avec vos informations, hein, c'est vraiment des informations qui sont cryptées, sur les serveurs et donc vous allez pouvoir, eh bien les extraire si vous en avez besoin. Vous allez pouvoir les consulter eh bien dès que vous êtes sur l'application. Nous, il faut savoir qu'on conserve les documents aussi longtemps que vous êtes présent chez nous. Par contre, si vous arrêtez d'être utilisateur Koala ME, vous avez jusqu'à 3 ans pour récupérer en fait vos documents parce que au terme de ces 3 ans, ben, on estime que vous avez normalement récupéré tout ce qu'il fallait, donc on, on les enlève en fait de notre serveur. Je vois une question de Emeline, le cloud de Koala ME fonctionne même avec la version gratuite? Bien en fait, nous, notre application, c'est pas, un logiciel que vous téléchargez sur, votre ordinateur. Vous pouvez y accéder, aussi bien sur téléphone, tablette, ordinateur. Dès que vous avez une connexion internet, il vous suffit d'aller en fait sur notre site internet pour vous connecter. Donc vous pouvez en fait y avoir accès de n'importe où, avec une connexion internet. Parce qu'on n'a pas encore le hors connexion qui, peut-être qu'un jour on le mettra en place, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est, dans le cas où, vous allez être assujetti à de la TVA, pardon. Donc la TVA, pour rappel, hein, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est ce qui vient s'ajouter donc, au prix des produits, qui y sont assujettis. Et donc, quand vous, êtes en micro-entreprise, vous avez des seuils de TVA qui existent, hein, qui sont calculés en fonction de votre chiffre d'affaires et en fonction, en fait, de l'activité que vous proposez. Donc ça peut aller de, 70 000 € à 176 000, je crois, dépendamment de votre activité et donc eh bien, si vous êtes en dessous de ces seuils, vous n'êtes pas en micro-entreprise assujetti à la TVA, vous êtes en franchise de TVA. Donc sur vos documents, c'est ce que j'expliquais, vous devez marquer en fait, je vais changer la slide, ce serait mieux. Vous devez en fait faire apparaître non assujetti à la TVA, article 293 B, Code général des impôts. Par contre, si vous dépassez ces seuils-là en tant que micro-entrepreneur, ça veut dire que désormais, vous allez eh bien, pouvoir faire apparaître de la TVA sur le montant de vos prestations, de vos produits, et donc d'appliquer un taux de TVA sur vos factures. Et donc, ce que ça va faire, c'est que vous allez devoir aussi faire apparaître votre numéro de TVA intracommunautaire. Je vois Anne-Sophie Zetoun pour reprendre. Pouvez-vous reprendre les seuils SVP? C'est pas forcément le sujet du jour, mais il y a effectivement des seuils qui existent en tant que micro-entrepreneur.
Si ça vous intéresse, je ne sais pas si avec l'ADI, on pourra, faire une webconférence là-dessus, ça peut être peut-être pertinent. Mais en tout cas, il y en a, vous pouvez les trouver en ligne si ça vous intéresse ou bah, voilà, si on fait une webconférence là-dessus, vous y inscrire. Donc voilà, donc la TVA quand on, n'y est assujetti, les mentions légales sur vos documents restent les mêmes. On fait apparaître un numéro de TVA intracommunautaire. Le numéro de TVA intracommunautaire, quand on est sur Koala ME, en fait, nous, on alerte, nos utilisateurs du fait que ça y est, ils ont dépassé, le seuil de TVA et donc on vous génère un numéro de TVA intracommunautaire qui vient en fait s'ajouter au bas de vos documents. Donc après, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de paramétrer la TVA sur vos produits, comme ça, ce sera injecté directement sur vos documents et factures.